Just let me know. À la fin du 19e siècle, la ville de Londres était la plus grande du monde. Une métropole tentaculaire et un creuset pour le commerce, la finance et les gens. Mais à l'automne 1888, une histoire horrible a émergé de l'East End de la capitale. Une histoire si épouvantable qu'elle a provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'une après l'autre, les femmes démunies de l'East End ont été victimes d'un tueur vicieux, connu sous le nom de Jack l'Éventreur. En dépit d'une vaste chasse à l'homme et de quelques incidents évités de justesse, l'Éventreur n'a jamais été arrêté. Au lieu de cela, les meurtres se sont terminés brusquement et ont laissé derrière eux l'un des plus grands mystères dans les annales de la criminalité. Dans l'East End de Londres, il y a un quartier connu sous le nom de Whitechapel. À la fin du 19e siècle, Whitechapel était connu pour ses bidonvilles surpeuplés, où s'étaient réfugiés de nombreux pauvres et chômeurs de la capitale. Jour et nuit, une armée de policiers patrouillait en permanence dans ce réseau labyrinthique de rues, de cours et d'allées faiblement éclairées. L'un de ces endroits était un passage étroit, connu sous le nom de George Yard. Près de l'entrée nord de ce passage, se trouvait un complexe résidentiel connu sous le nom de George Yard Buildings. C'était le matin du 7 août 1888, lorsqu'un locataire de l'étage, John Reeves, part travailler. En arrivant sur le palier du premier étage, Reeves découvre le corps d'une femme gisant sur le dos dans une mare de sang. Horrifié par ce spectacle, il descend en titubant dans la rue pour chercher de l'aide. L'agent Thomas Barrett a été le premier officier sur les lieux. Il est bientôt rejoint par le docteur Timothy Killeen, qui procède à un bref examen. La femme a été poignardée 39 fois, principalement dans la poitrine et l'abdomen. Le docteur Killeen a estimé qu'elle était morte depuis environ 3 heures. L'heure du décès se situe donc vers 2h30 du matin. La femme a probablement été attaquée à l'endroit où elle a été trouvée, car aucune trace de sang n'a été trouvée au-delà du palier de l'escalier. Mais c'est étrange, car aucun des locataires de cet immeuble bondé ne n'avait entendu aucun appel à l'aide, ni aucune perturbation de quelque nature que ce soit. La seule exception est Amy Hewitt, une locataire qui a affirmé avoir entendu un seul cri de meurtre. Mais c'était au début de la soirée du 6 août, et le cri provenait de l'extérieur du complexe. Hewitt a également expliqué: le quartier est plutôt rude et les cris de meurtre sont fréquents, voire nocturnes. La victime a finalement été identifiée comme étant Martha Tabram, âgée de 39 ans. Tabram était mère de 2 enfants et s'était séparée de son mari plusieurs années auparavant. Sa dernière adresse connue était le 19 George Street, un gîte communal situé à moins de 300 mètres du lieu de sa mort. Tabram vivait de la prostitution, et l'une de ses associées était une femme nommée Mary Ann Connelly. Connelly a déclaré que, dans la soirée du 6 août, elle et Tabram étaient sortis boire avec 2 soldats. Puis, peu avant minuit, le groupe de 4 s'est séparé. Connelly a emmené son client dans l'allée des Anges, tandis que Tabram a guidé la sienne dans la cour voisine de George Yard. C'est la dernière fois qu'elle a vu Tabram vivant. À peine 2 heures plus tard, l'agent Barrett s'est entretenu avec un soldat qui traîne près de l'entrée nord de George Yard. Le soldat avait dit à Barrett qu'il l'était, attendant son compagnon qui était parti avec une fille. Une demi-heure plus tard, Tabram est présumé décédé. Connelly et Barrett ont été appelés à identifier les soldats, mais tous les accusés ont pu fournir un alibi. L'un d'entre eux était chez lui avec sa femme, l'autre sur une base militaire, et un autre dans un quartier complètement différent de la ville. Cela suffit à l'inspecteur Edmund Red, responsable de l'enquête, d'abandonner cette piste. Connelly et Barrett, ayant tous deux choisi les mauvais hommes,
On ne peut plus leur faire confiance car leurs preuves ne valent plus rien. Même si un soldat avait été responsable, personne ne pouvait en déduire un motif. Les habitants de Whitechapel étaient peut-être habitués à la criminalité et à la violence, mais la brutalité de cette attaque était aussi effrayante que déconcertante. Ce crime est l'un des plus brutaux commis depuis plusieurs années. Qu'une pauvre femme sans défense soit outragée et poignardée de la sorte dépasse l'entendement. Telles sont les conclusions de l'enquête finale qui s'est déroulée le 23 août. Une semaine plus tard, les choses allaient aller de mal en pis. Le matin du 31 août, un homme du nom de Robert Paul quitte son domicile de la rue Foster pour se rendre au travail. Après avoir tourné à droite dans Bucks Row, il aperçoit un homme debout sur la route. L'homme s'est retourné pour lui faire face et lui a dit « Venez voir par ici, il y a une femme allongée sur le trottoir. » L'étranger s'appelait Charles Cross et se rendait lui aussi à son travail lorsqu'il l'a aperçu pour la première fois. Les deux hommes s'approchent alors prudemment. Les mains de la femme étaient froides au toucher, et Cross pensait qu'elle était morte. Paul, lui, croit percevoir une faible respiration. Mais au lieu de chercher une aide immédiate, Cross et Paul étaient plus préoccupés par le fait d'être en retard au travail. Ils ont donc rapidement repris leur trajet matinal, espérant prévenir un policier en cours de route. Heureusement, l'agent John Neal était juste au coin de la rue. Muni d'une lanterne, Neal trouve la femme allongée sur le dos, la gorge profondément entaillée. La blessure saignait encore et certaines parties de son corps étaient encore chaudes. Il est bientôt rejoint par l'agent John Tain, qui est immédiatement envoyé chercher un médecin dans les environs. À son arrivée, peu après 4 heures, le docteur Rhys Llewellyn a estimé qu'elle n'était pas morte depuis plus d'une demi-heure. En d'autres termes, Cross et Paul avaient probablement trouvé la femme quelques minutes seulement après qu'elle ait été tuée. En outre, 3 agents avaient patrouillé dans les environs quelques minutes auparavant. L'agent Neal avait inspecté Bucks Row pour la dernière fois vers 3h15. Il en est de même pour le sergent Henry Kirby, alors que l'agent Tain avait simplement dépassé le bout de la rue. Aucun d'entre eux n'avait vu ni entendu quoi que ce soit d'anormal. Lors du transfert du corps à la morgue, une découverte choquante a été faite. Outre 2 incisions dans la gorge, la femme avait également été éventrée. Aucun organe n'a été prélevé, mais le docteur Llewellyn a constaté plusieurs incisions traversant l'abdomen. Il croyait également que le tueur était possédé. Des connaissances anatomiques approximatives, car il semblait s'être attaqué à toutes les parties vitales. La victime a été rapidement identifiée. Elle s'appelait Mary Ann Nichols et avait eu 43 ans, 5 jours avant le meurtre. Nichols a eu au moins 6 enfants et sa dernière adresse connue était un logement commun au 56 Flower and Dean Street. La nuit de sa mort, Nichols avait été renvoyée d'une maison d'hébergement de la rue Thrall car elle n'avait pas les moyens de payer un lit. Cherchant à réunir l'argent en se prostituant, Nichols s'était alors aventuré dans Osborne Street avant de rencontrer son amie Ellen Holland. Ils échangent brièvement, mais Nichols est visiblement ivre. Lorsqu'ils se séparent vers 2h30, Holland voit Nichols se diriger vers l'est en titubant le long de Whitechapel Road. À peine 1 heure plus tard, elle est retrouvée morte. Hormis le corps lui-même, le tueur n'a rien laissé dans son sillage. Pas de traces de sang, pas d'armes du crime, pas de témoins. L'inspecteur Joseph Elson, responsable de l'enquête sur cette affaire, a déclaré ce qui suit. Pas un atome de preuve ne peut être obtenu pour relier une personne au crime. Tandis que l'affaire Nichols s'est arrêtée net, ses similitudes avec l'affaire Martha Tabram n'étaient pas passées inaperçues. Dans les 2 cas, l'attaque avait été inutilement féroce. Et il n'y avait pas de motif discernable. Les 2 victimes étaient des prostituées à peu près du même âge et évoluaient dans les mêmes milieux. La seule différence significative était leur blessure. Tabram avait été poignardé à plusieurs reprises, tandis que Nichols avait subi de multiples entailles. Les différences mises à part, l'hypothèse qui prévalait était que le même individu dérangé était à l'origine de l'affaire.
avait commis les 2 meurtres. Une conviction qui ne fera que se renforcer dans les jours qui suivront. Le 8 septembre, alors que le soleil se lève, un homme nommé John Richardson se rend à son travail. À 5h moins le quart, il s'arrête rapidement au 29 Hanbury Street. Il a franchi l'entrée et est sorti par la porte arrière en empruntant un couloir exigu. Richardson s'est ensuite assis sur les marches de l'arrière-cour avant de saisir un couteau pour couper un morceau de cuir gênant dans sa botte. Une fois satisfait, il quitte le bâtiment et ferme la porte d'entrée derrière lui. Environ 1 heure plus tard, un locataire du 3e étage de la même adresse, John Davis, a descendu les escaliers et s'est rendu dans le couloir. La porte d'entrée est maintenant grande ouverte, mais celle de l'arrière est fermée. En l'ouvrant, Davis a trouvé les restes ensanglantés d'une femme. L'inspecteur Joseph Chandler a été le premier officier sur le lieu. Après une brève inspection, il envoie immédiatement chercher un médecin. Le docteur George Phillips est arrivé à 6h30 et a trouvé la femme terriblement mutilée. La gorge avait été profondément disséquée, tandis que l'abdomen avait été entièrement ouvert. Les intestins avaient été soulevés du corps et placés près de l'épaule du cadavre. Le corps a ensuite été transporté à la morgue pendant que l'inspecteur Chandler et le docteur a effectué un balayage de l'arrière-cour. La plupart des objets trouvés appartenaient aux locataires de l'immeuble. Mais juste en dessous de l'endroit où reposent les pieds de la femme, ils ont trouvé un petit morceau de tissu et 2 peignes. Les objets avaient probablement appartenu à la victime, mais il a semblé au docteur Phillips qu'elles avaient été délibérément placées et arrangées par le tueur. L'autopsie a révélé que 2 anneaux en laiton avaient été retirés de force de la main gauche de la victime. Ces anneaux étaient introuvables. Des parties de l'abdomen de la victime avaient également disparu, y compris l'utérus. Dr Phillips a dit « Le mode d'extraction de CS parties témoigne d'une certaine connaissance de l'anatomie. Ce point a été largement développé lors d'une enquête ultérieure. Les blessures ont été faites par quelqu'un qui avait des compétences et des connaissances anatomiques considérables. Il n'y a pas eu de coupures inutiles. Par exemple, aucun simple abatteur d'animaux n'aurait pu effectuer ces opérations. Ce devait être quelqu'un d'habitué à la salle d'autopsie. La victime a été rapidement identifiée comme étant Annie Chapman. La date de naissance de Chapman est un peu incertaine, mais elle avait environ 47 ans au moment de sa mort. Elle a eu au moins 7 enfants, mais tragiquement, elle n'a laissé dans le deuil que 2. Sa dernière adresse connue était un logement commun au 35 Dorset Street. La nuit de sa mort, Chapman s'était vue refuser l'hébergement car elle n'avait pas les moyens de payer un lit. Elle a été escortée par le veilleur de nuit, qui l'a ensuite vue disparaître dans une ruelle voisine. Personne ne sait ce qu'il est advenu de Chapman au cours des heures qui ont suivi. Le lieu où elle s'est trouvée pendant cette période est un mystère complet. Mais contrairement aux 2 cas précédents, un témoin de l'affaire Chapman aurait pu apercevoir le tueur. À 5h30 du matin, le 8 septembre, une femme du nom d'Elizabeth Long aperçoit un homme et une femme en train de converser devant le 29 Hanbury Street. Long est certaine que la femme qu'elle a vue est Annie Chapman, mais l'homme se tenait dos à Long et elle n'a jamais vu son visage. Long réussit cependant à surprendre un fragment de leur conversation. L'homme avait posé la question « Voulez-vous ?» Ce à quoi la femme a répondu « Oui ». L'heure de la mort est un point de désaccord persistant dans l'affaire Chapman. Selon le docteur Phillips, lorsqu'il est arrivé à 6h30, Chapman était mort depuis au moins 2 heures. Cela signifie qu'elle est décédée vers 4h30. Mais selon Long, elle a vu Chapman vivante 1 heure plus tard. Il y a ensuite le témoignage de John Richardson. Richardson était le fils d'un des locataires de l'immeuble. À 5h moins le quart,
Il effectue un contrôle de routine de la porte menant au sous-sol, qui avait déjà été cambriolée. Lorsqu'il l'a trouvée sécurisée, il s'est assis sur les marches de l'arrière-cour pour couper un morceau de cuir de sa botte. Bien qu'il se soit assis à quelques centimètres du lieu du crime, Richardson n'a pas vu de corps. Il s'est montré inflexible sur ce point. Je n'aurais pas pu ne pas remarquer la personne décédée si elle avait été là-bas. Pour brouiller encore plus les pistes, il y a le témoignage d'Albert Kadosh. Vers 5h20, Kadosh est passé par l'arrière-cour du 27 Hanbury Street lorsqu'il a entendu des voix à proximité. Ils étaient à peine audibles, et Kadosh n'avait distingué que le mot « non ». Quelques minutes plus tard, il entend quelque chose tomber contre la clôture en bois qui sépare les deux cours. Il n'existe pas de solution unique pour démêler cet écheveau de contradictions, mais le docteur Phillips a admis la possibilité d'une erreur de calcul. Que la froideur du matin et la grande perte de sang avaient faussé son opinion, qui reposait en grande partie sur la chaleur du corps. Donc, en supposant que le docteur Phillips ait fait une erreur de calcul et les souvenirs de Long et Kadosh étaient décalés de quelques minutes, la mort de Chapman est vers 5h30 du matin. À ce stade, la faible lumière de l'aube aurait permis aux locataires du 29 Hanbury Street une vue dégagée sur le lieu du crime. Certains d'entre eux avaient même dormi les fenêtres ouvertes. Malgré cela, le tueur a réussi à échapper à la détection et a même pris le temps de ranger les biens des victimes. Au fur et à mesure que le nombre de victimes augmentait, l'opinion publique s'inquiétait de plus en plus. Ils étaient non seulement effrayés par les meurtres, mais aussi frustrés par la police et son incompétence perçue. Même de l'autre côté de l'Atlantique, les efforts de la police ont été vivement critiqués. La police londonienne est probablement la plus stupide du monde. Ce que ces citations et illustrations moqueuses n'ont pas saisi, ce sont les chances écrasantes qui penchent en faveur de l'auteur du crime. La police était confrontée à un individu qui semblait tuer sans motif. Quelqu'un qui n'a pas laissé d'armes du crime et peu de témoins. En outre, l'East End était gravement surpeuplé et la police manquait de personnel. Comme l'a dit un journal, un homme de l'East End de Londres est un grain de sable, aussi invisible et presque autant au-delà de l'identification parmi les masses. Cela n'a jamais été aussi évident que lors des événements du 30 septembre. Le 29 septembre, une réunion de routine s'est tenue le samedi dans un club socialiste de la rue Berner. Lorsque la réunion s'est achevée vers minuit, tous les membres, à l'exception de quelques-uns, sont rentrés chez eux. Ceux qui sont restés ont commencé à boire et à socialiser. Une demi-heure après le début de la journée du 30 septembre, Joseph Lave sort prendre l'air. Lave emprunte l'entrée latérale menant à Dutfield's Yard et s'y attarde pendant une dizaine de minutes. Quelques instants après que Lave soit retourné à l'intérieur, Maurice Eagle a accédé au bâtiment par la même entrée. Il était lui aussi membre du club et venait de rentrer chez lui après avoir raccompagné une femme. Aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. 20 minutes plus tard, on entend le bruit d'un cheval et d'une voiture qui descendent au trot la rue Berner. Le conducteur était Louis Dimschutz, l'intendant du clubhouse. Lorsque Dimschutz est entré dans la cour de Dutfield, son poney a brusquement viré à gauche. En regardant vers sa droite, il croit discerner quelque chose dans l'obscurité. Dimschutz descendit de sa brouette et, après avoir allumé une allumette, a pu voir une femme couchée sur le côté contre le mur. Sans même savoir si elle était ivre ou morte, Dimschutz s'est précipité dans le club pour prendre des nouvelles de sa femme. Lorsqu'il l'a retrouvée saine et sauve, il a alerté les autres membres et une petite foule s'est rapidement rassemblée à l'extérieur. Ils ont alors pu constater que la gorge de la femme avait été effroyablement tranchée et qu'un flot de sang s'écoulait dans la cour. Eagle, Dimschutz et quelques autres se sont rapidement dispersés pour trouver un policier. Tandis qu'une foule grandissante de badauds attend l'arrivée des autorités, il n'y avait aucune trace de l'auteur de l'attentat. Mais de l'autre côté de la ville, à moins d'1 kilomètre à l'ouest,
une découverte encore plus macabre était sur le point d'être faite. À 1h30 du matin, l'agent Edward Watkins patrouille dans un espace ouvert connu sous le nom de Mitre Square. Le rythme de Watkins l'amenait à traverser la place environ toutes les 13 minutes et, à cette occasion, il était déserte. Mais dans le temps qu'il a fallu à Watkins pour effectuer une autre rotation, Mitre Square a été transformé en scène de crime. Je suis arrivé la prochaine fois à 1h44. J'ai tourné à droite. J'ai vu le corps d'une femme allongée sur le dos. J'ai vu qu'elle avait la gorge tranchée et les intestins saillants. L'estomac a été déchiré. Elle gisait dans une mare de sang. Les docteurs George Sequeira et Frederick Brown ne tardent pas à arriver sur les lieux. Ils ont constaté que la femme avait subi de terribles blessures au visage, à la gorge et à l'abdomen. Les intestins avaient été retirés en grande partie et placés sur l'épaule droite. Parmi les nombreuses lacérations au visage, le docteur Brown a noté que le lobe et le pavillon de l'oreille droite ont été coupés obliquement. Sur la base de leurs avis d'experts et du témoignage de Watkins, la femme était décédée quelques minutes avant la découverte de son corps. Retour à Berner Street, les docteurs Frederick Blackwell et George Phillips étaient parvenus à la même conclusion. La femme de Dudfields Yard était morte quelques minutes avant la découverte de son corps. Mais, contrairement aux victimes précédentes, elle n'avait subi que des blessures à la gorge. Il n'y avait pas de mutilation abdominale ou d'autres éléments permettant de relier l'attaque aux autres. Mais le meurtre de Dudfields Yard et celui de Mitre Square ont été séparés par moins d'1 kilomètre et environ 45 minutes. Il y a donc une possibilité effrayante. Il était soupçonné à l'époque, et il l'est toujours aujourd'hui, que Diem Schutz, en franchissant la porte avec fracas, a involontairement interrompu le meurtre. Le tueur pourrait même avoir été piégé à l'intérieur de la cour de Dudfield, car le portail de la rue Berner était le seul point d'entrée. Peut-être ont-ils vu une occasion de s'échapper lorsque Diem Schutz s'est précipité à l'intérieur du club. De là, il leur aurait fallu moins de 15 minutes pour atteindre Mitre Square. Il a tout le temps de chercher une autre victime. Mais il faut souligner qu'il s'agit là d'une pure spéculation. Rien ne permet de penser que les deux meurtres sont liés. La femme de Dudfields Yard a été identifiée comme étant Elizabeth Stride, âgée de 44 ans. Stride est une immigrante suédoise qui vit à Londres depuis plus de 20 ans. Après la mort de son mari, elle a vécu de la prostitution. Sa dernière adresse connue était un logement commun au 32 Flower and Dean Street. La nuit de sa mort, Stride a été vue par un grand nombre de témoins. Tout d'abord, elle a été vue en compagnie d'un homme habillé de façon respectable vers 11 heures. Vers minuit moins le quart, Stride a été vue en train de parler à un homme décemment habillé et avait l'apparence d'un employé de bureau. Puis, quelques minutes seulement avant le meurtre, Stride a été vue en compagnie d'un homme par l'agent William Smith. L'homme portait un petit paquet emballé dans du papier journal et avait une apparence respectable. Il n'est pas certain que ces descriptions correspondent à la même personne ou si Stride a accosté plusieurs clients au cours de la nuit. Il y avait d'autres témoins, certains moins crédibles que d'autres, mais celui qui s'est vraiment démarqué des autres est Israel Schwartz. Vers 1h moins le quart, Schwartz marchait dans la rue Berner. En arrivant à Dudfields Yard, elle a vu un homme jeter une femme à terre devant l'entrée. La femme avait crié 3 fois, mais pas très fort. Schwartz identifiera plus tard cette femme comme étant Elizabeth Stride. Schwartz n'a pas essayé d'intervenir, mais a préféré traverser la rue. C'est alors qu'il aperçoit, de l'autre côté, un deuxième homme qui allume une pipe. L'homme qui a attaqué la femme semble ensuite s'adresser à ce deuxième homme en criant le nom Lipski. Le fumeur de pipe a ensuite suivi Schwartz avant de se détacher. Pris au pied de la lettre, ce récit semble suggérer que le tueur avait un complice. Un complice du nom de Lipski. C'est en effet l'interprétation qu'en ont faite certains fonctionnaires. Mais l'inspecteur Frederick Aberlin, l'un des principaux enquêteurs sur l'affaire,
avaient une interprétation très différente. En effet, le nom de Lipski avait acquis une certaine notoriété en 1887 lorsqu'un juif du nom d'Israël Lipski a été condamné pour meurtre. En raison de la publicité faite à cette affaire, le nom de famille Lipski était devenu une insulte antisémite. Aberlin en déduit donc que l'homme qui a crié Lipski insultait Schwartz, qui a été décrit comme ayant une forte apparence juive. L'homme à la pipe, quant à lui, était peut-être un passant innocent qui a pris peur en même temps que Schwartz. Que l'interprétation d'Aberlin soit correcte ou non, il est douteux que nous le sachions vraiment un jour. Néanmoins, le récit de Schwartz est convaincant, car il a vraisemblablement été témoin de ce moment quand Elizabeth Stride a été attaquée. De retour à Mitre Square, une grande foule de spectateurs s'est rendue sur les lieux. Tous sont poussés par leur curiosité morbide à vouloir apercevoir le corps. L'autopsie a révélé que le tueur avait prélevé quelques organes, y compris l'utérus et le rein gauche. Selon le docteur Brown, cette extraction a nécessité une bonne dose de connaissances, qu'il compare à celle d'un boucher. En revanche, le docteur Sequeira n'a trouvé aucun signe de grande compétence anatomique. La femme qui se trouvait à Mitre Square a été identifiée comme étant Catherine Eddowes, âgée de 36 ans. Eddowes a eu au moins 5 enfants, mais, après avoir échappé à son mari violent, elle s'est éloignée de sa famille. Sa dernière adresse connue était un logement commun au 55 Flower and Dean Street. Le soir de sa mort, Eddowes était sortie boire. Elle s'est tellement enivrée que, vers 8h30, elle a été retrouvée allongée sur le trottoir d'Aldgate High Street, entourée d'une foule. Elle y est restée enfermée dans une cellule jusqu'à 1h du matin. Après avoir été libérée de prison, Eddowes a probablement été aperçue en compagnie d'un homme à proximité de Mitre Square. Seul un des 3 témoins, Joseph Lawend, avait prêté attention au couple. L'homme avait l'apparence d'un marin et portait un mouchoir rougeâtre autour du cou. Si Lawend a bien identifié la femme comme étant Catherine Eddowes, il n'a jamais vu son visage. Néanmoins, cette observation n'a été faite qu'après une dizaine de minutes, avant que le corps d'Eddowes ne soit découvert par l'agent Watkins. Ce qui est incroyablement tragique dans l'affaire Eddowes, c'est que le tueur a échappé de justesse à la justice. Tout d'abord, la seule résidence privée de Mitre Square était occupée par un policier et sa famille. Ils avaient dormi juste à côté d'une fenêtre de l'étage supérieur, donnant sur le lieu du crime. Deuxièmement, un gardien de nuit et policier à la retraite avait nettoyé un entrepôt à proximité du lieu du crime. Il entendait régulièrement les pas des agents en patrouille, mais n'a rien entendu au moment du meurtre. Enfin, l'agent James Harvey a jeté un coup d'œil sur Mitre Square à environ 2h moins 20. C'est juste entre l'observation de Lawend et la découverte du corps. Harvey aurait dû avoir une vue dégagée du lieu du crime, mais il n'a rien remarqué de suspect. Était-il trop sombre? Le tueur se tient-il à quelques mètres de là dans l'ombre? Un ou plusieurs témoins se sont-ils trompés d'heure? Si le tueur a fini par s'échapper, il ne l'a pas fait sans laisser de traces. Peu avant 3h, un morceau de tissu taché de sang a été trouvé près de l'entrée d'un bâtiment situé à quelques pâtés de maisons au nord-est. Il s'agit d'une partie déchirée du tablier porté par Eddowes. L'écusson avait manifestement été arraché puis jeté par le tueur lors de sa fuite. Or, sur le mur au-dessus de ce morceau de tablier, quelqu'un a écrit un message. Les Juifs sont des hommes qui ne seront pas blâmés pour rien. Aujourd'hui encore, le sens et l'auteur de ce message restent incertains. A-t-elle été écrite par le tueur? S'agissait-il d'une tentative de jeter la suspicion sur la communauté juive, voire de l'en éloigner? Cela n'avait-il aucun rapport avec le meurtre? Des questions similaires seront bientôt soulevées par quelques lettres. Des lettres qui auraient été écrites et postées par le tueur.
3 jours avant les meurtres d'Elizabeth Stride et de Catherine Eddowes, la Central News Agency de Londres a reçu une lettre par la poste, dont l'auteur a revendiqué les récents assassinats et de planifier le prochain emploi. Puis, au lendemain des 2 assassinats, cette même agence a reçu une carte postale maculée de sang. Il contenait des détails sur les atrocités que l'auteur décrivait comme un double événement. Dans l'hypothèse où ces lettres seraient authentiques, la police a décidé de les rendre publiques. L'espoir était que quelqu'un reconnaisse l'écriture. Malheureusement, personne ne l'a jamais fait. Au contraire, il n'a servi qu'à faire de la publicité pour le nom avec lequel les lettres avaient été signées. Les avis sur l'authenticité de la lettre étaient partagés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. En particulier, la lettre du cher patron promettait de couper les oreilles de la dame et de les envoyer à la police. La police n'a jamais reçu un tel colis et aucune des 2 victimes n'avait subi d'ablation des oreilles. Mais vous vous souvenez peut-être que le lobe de l'oreille droite d'Eddowes avait été coupé obliquement. S'agit-il d'une tentative ratée du tueur pour tenir sa promesse? Ou s'agit-il simplement d'une des nombreuses lacérations sans rapport avec la lettre? Nonobstant le contenu des lettres, l'analyse linguistique moderne suggère qu'ils ont été rédigés par la même main. Ainsi, canular ou non, les auteurs étaient probablement les mêmes. Cependant, l'écriture ne présentait aucune ressemblance au message écrit au-dessus du morceau de tablier déchiré. Aujourd'hui, la publication de ces lettres a suscité une avalanche d'imitations. Les agences de Londres ont rapidement été inondées de courriers imitant les 2 autres. Mais au moins, l'une d'entre elles aurait pu être authentique, non pas à cause du contenu de la lettre, mais plutôt à cause du contenu d'une boîte avec laquelle elle a été délivrée. Le 16 octobre, un homme nommé George Lusk a reçu un petit paquet par la poste. Lusk était le président du comité de vigilance de Whitechapel, un petit groupe d'artisans locaux qui cherchent à identifier le tueur. Le colis se composait d'une lettre et d'une boîte en carton contenant un demi-rein. Les médecins qui ont examiné le rein ont tous reconnu qu'il s'agissait d'un organe humain. Mais il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait du même rein gauche que celui prélevé sur le corps d'Eddowes. Il pourrait, par exemple, s'agir d'un canular élaboré par un étudiant en médecine ou une personne ayant accès à des organes humains. L'auteur de la lettre d'accompagnement, quant à lui, a insisté sur le fait que le rein appartenait bien à la victime et qu'ils avaient frit et mangé l'autre moitié. Une théorie populaire à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, était que certaines lettres avaient été fabriquées par la presse. Selon l'inspecteur en chef John Littlechild, ces lettres constituent un travail journalistique intelligent. Le commissaire adjoint Robert Anderson a rejeté les lettres comme suit: la création d'un journaliste londonien entreprenant. Pendant ce temps, le chef de police Melville McNacton pensait pouvoir discerner l'index taché du journaliste. Il y a plusieurs candidats à l'identité de ce journaliste, mais il n'existe aucune preuve solide contre l'un d'entre eux. Qu'il s'agisse d'un canular d'un journaliste entreprenant ou de la véritable prose de l'éventreur, les lettres ont néanmoins fait l'objet d'une grande attention. Ils ont occupé de l'espace dans pratiquement tous les journaux et a dominé le discours public tout au long du mois d'octobre. Un mois qui s'est écoulé sans qu'aucune atrocité ne porte la signature de Jack l'Éventreur. Peut-être était-ce enfin terminé. Il est presque certain que le monstre a pris peur et a suspendu son horrible travail pour le moment, sinon pour de bon. Le matin du 9 novembre, John McCarthy, commerçant et propriétaire terrien, passe en revue sa comptabilité. McCarthy était le propriétaire de Miller's Court, et les locataires de la chambre 13 avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer. McCarthy fait immédiatement appel à son assistant, Thomas Bowyer, pour collecter l'argent à 11h moins le quart. Après avoir frappé 2 fois sans réponse, Bowyer s'est rendu à l'angle de la rue pour regarder à travers une fenêtre. Mais sa vue est obstruée par un manteau ou un rideau. Bowyer a donc dû passer la main à travers une vitre cassée pour l'écarter.
C'est alors qu'il a vu le corps gravement mutilé d'une femme allongée sur un lit dans le coin de la pièce. La Miller's Court est bientôt envahie par la police. Mais la porte de la salle 13 était fermée à clé et a dû être forcée à l'aide d'une pioche. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était vraiment de l'ordre du cauchemar. Ce que nous avons vu, je ne peux le chasser de mon esprit. Cela ressemblait plus à l'œuvre d'un diable qu'à celle d'un homme. La scène entière est plus que ce que je peux décrire. J'espère ne plus jamais voir un tel spectacle. Le docteur George Phillips a décrit le corps comme étant coupé en morceaux. Le docteur Thomas Bond a décrit le visage de la femme comme étant piraté au point d'être méconnaissable. L'abdomen a été vidé de ses et viscères, tandis que la gorge l'a été, coupée tout rond jusqu'à l'os. Le corps avait été monstrueusement défiguré et des organes en vrac étaient dispersés tout autour. La chambre elle-même était peu meublée et offrait peu d'indices. 2 tables, 1 ou 2 chaises et un petit meuble. Parmi les cendres d'une cheminée, la police a trouvé des morceaux de vêtements brûlés. Le tueur avait-il tenté de se débarrasser des preuves ou les avait-il simplement utilisées pour se réchauffer et s'éclairer? La victime a été identifiée presque immédiatement. Elle s'appelait Mary Jane Kelly et était locataire du 13 Miller's Court. Mais presque tout, ce qui concerne la vie de Kelly, est entouré de mystères. Elle était vraisemblablement d'origine galloise ou irlandaise et avait une vingtaine d'années, ce qui fait d'elle la plus jeune victime, et de loin. Mais étant donné qu'aucune trace d'une Mary Jane Kelly n'a été trouvée, il n'est pas possible de l'identifier. Il est probable qu'elle utilisait une fausse identité. En tout état de cause, Kelly ne vivait pas seule. Jusqu'à quelques jours avant le meurtre, elle avait cohabité avec un homme nommé Joseph Barnett. Ils ne se sont séparés que le 30 octobre, car Barnett désapprouvait la prostitution de Kelly et les personnes qu'elle côtoyait. Mais ils se sont revus. Dans la soirée du 8 novembre, Barnett rend visite à Kelly. À son arrivée, il trouve Kelly en compagnie d'une femme qui s'apprête à partir. Malheureusement, il existe des témoignages contradictoires sur l'identité de cette femme, quand Barnett est arrivé et combien de temps il est resté. Si nous choisissons de croire Barnett, il est arrivé entre 7h et 8h15 et est reparti avant 9h. Peu avant minuit, Kelly a été repérée en compagnie d'un homme par sa voisine, Mary Ann Cox. Lorsque Cox passe devant le couple, celui-ci est sur le point d'entrer dans la chambre de Kelly. Cox a souhaité bonne nuit à Kelly, mais elle était très intoxiquée et à peine capable de répondre. Une fois à l'intérieur, Cox entend Kelly chanter. Lorsque Cox a quitté le tribunal environ 1 heure plus tard, on pouvait encore entendre Kelly chanter. À 2h, Kelly s'était apparemment aventurée de nouveau à l'extérieur, car elle a été repérée par un homme nommé George Hutchinson. Ils étaient censés bien se connaître tous les deux, et Kelly lui avait demandé s'il pouvait lui donner quelques pièces. Mais Hutchinson est fauché et Kelly a désespérément besoin d'argent, si bien qu'ils se séparent rapidement. Quelques instants plus tard, Hutchinson a vu Kelly se faire aborder par un homme bien habillé. Tous deux ont eu une interaction apparemment joviale et ont commencé à marcher vers le nord. Hutchinson trouvait suspect qu'un homme aussi bien habillé puisse rechercher la compagnie d'une femme comme Kelly. C'est pourquoi, lorsque le couple est passé devant lui, il a scruté l'apparence de l'homme. Il portait par exemple une paire de gants dans sa main droite et un petit paquet dans sa main gauche. Hutchinson décide de suivre le couple pendant qu'il se rend à Miller's Court. Avant qu'il ne disparaisse dans la cour, l'homme tend à Kelly un mouchoir rouge et qu'elle lui avait soi-disant dit « Très bien, mon cher. Venez avec moi. Vous serez à l'aise. » Hutchinson reste dans les environs jusqu'à 3 heures, mais ni Kelly ni l'homme ne réapparaissent. À peu près au même moment, Cox est rentré chez lui. Le contraste est saisissant avec les chants bruyants lors de son dernier départ. Cox est alors frappé par l'absence totale de son et de lumière dans la chambre de Kelly. Enfin, vers 4 heures, un locataire au-dessus et une femme en face de la chambre de Kelly ont entendu des cris de meurtre. La voix était celle d'une femme et semblait émaner d'un endroit proche. Pendant ce temps, les autres habitants de la cour n'ont entendu aucun cri. Selon le docteur Bond, Kelly est décédée entre 1 et 2 heures du matin. Le docteur Phillips a situé l'heure du décès quelques heures plus tard. Mais certains témoins ont affirmé catégoriquement qu'ils avaient vu Kelly ou qu'ils lui avaient parlé jusqu'à 8 ou 10 heures du matin.
N'oubliez pas que son corps a été découvert à 11h moins le quart. Ces contradictions sont difficiles à concilier et l'heure précise de la mort nous échappe encore aujourd'hui. Mary Jane Kelly est généralement considérée comme la dernière victime de l'éventreur, avec Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Elle fait partie des 5 membres canoniques, les 5 victimes les plus susceptibles d'avoir été tuées par la même main. Martha Tabram a peut-être été victime de Jack l'Éventreur, mais les avis sont partagés. Il en va de même dans au moins une poignée d'autres cas. Même les 5 CA canoniques ne sont pas exempts de controverses, de sorte que le nombre total de victimes fait l'objet d'un débat. En supposant que Kelly ait été la dernière victime, on peut se demander pourquoi. Pourquoi les meurtres ont-ils pris fin si soudainement? L'éventreur a-t-il cédé à la peur d'être pris? Ont-ils été emprisonnés pour un autre délit? Peut-être ont-elles succombé à une maladie ou se sont-ils suicidés? Ont-ils pu émigrer dans un autre pays? Peut-être ont-ils délibérément changé leur mode opératoire pour confondre la police? Les possibilités sont pratiquement infinies, ce qui signifie que les suspects ne manquent pas. Suite au meurtre de Mary Ann Nichols, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle un certain Leather Apron avait l'habitude d'abuser des prostituées. Le nom s'est rapidement retrouvé dans la presse et très vite, il est devenu synonyme du tueur. En fait, Leather Apron était le pseudonyme prédominant avant Jack l'Éventreur. Mais l'homme identifié comme Leather Apron a rapidement été lavé de tout soupçon. Son vrai nom était John Pizer, et il se trouvait dans un autre quartier de Londres, la nuit où Nichols a été attaqué. Cette chasse à l'homme malencontreuse est quelque peu emblématique de l'ensemble de l'enquête. La police a poursuivi même les pistes les plus ténues, en raison d'un manque de preuves et de la pression croissante du public. Ils ont interrogé des milliers de personnes, enquêté sur des centaines d'autres et élaboré de nombreuses théories. Selon les termes de l'inspecteur Frederick Aberlin, théorie. Nous nous sommes presque perdus dans les théories, il y en avait tellement. Afin de limiter les recherches, la police a eu recours à une forme primitive de profilage criminel. L'idée était d'analyser les données disponibles pour essayer de déterminer quel type de personne a commis les crimes. Ce profil a été établi par le docteur Thomas Bond, qui décrit l'éventreur comme un homme fort d'âge moyen, avec une apparence inoffensive et une tenue vestimentaire respectable. L'évaluation la plus controversée de Bond est que le tueur ne possédait aucune connaissance scientifique ou anatomique. Cette position est en opposition directe avec les opinions de ses pairs. La plupart d'entre eux ont attribué à l'éventreur au moins une connaissance de base de l'anatomie. D'après les témoignages, l'éventreur était un homme de taille moyenne, de corpulence moyenne à forte, entre la fin de la vingtaine et le milieu de la trentaine. Il portait des vêtements sombres, une sorte de chapeau et une moustache. Mais ce type d'agrégation ou de tabulation des comptes peut être très trompeur. Non seulement de nombreux détails sont incohérents, mais ils pourraient décrire des personnes totalement différentes. Pour autant que l'on sache, aucun des témoins n'a jamais posé les yeux sur Jack l'Éventreur. Tant d'éléments sont sujets à débat que l'on peut monter un dossier contre presque n'importe quel suspect. Certains ont même envisagé la possibilité que l'éventreur ait été une femme ou peut-être un homme déguisé en femme. Bien que la théorie de Jill ou Jackie l'éventreur soit intéressante, elle n'a pas réussi à obtenir un large soutien. Ce qui est rarement contesté, c'est que l'éventreur était soit un résident de... ou qui connaissent bien l'East End. Après tout, il a réussi à échapper de justesse à la capture à plusieurs reprises, ce qui implique une connaissance approfondie des chemins de traverse et des itinéraires de patrouille. Il a probablement eu une forme d'emploi car les meurtres ont été commis pendant les week-ends et les jours fériés. Et il est possible qu'il ait eu des connaissances anatomiques. Avec ce profil inébranlable en main, examinons de plus près quelques suspects. La question est de savoir par où commencer. Selon John Douglas, profileur criminel et agent spécial du FBI, l'éventreur n'était pas seulement un habitant de la région, mais il a probablement été interrogé par la police
Si Douglas a raison, l'éventreur pourrait être quelqu'un que nous avons déjà rencontré, soit un témoin, soit une personne proche de l'une des victimes. Qu'en est-il de John Richardson, le témoin de l'affaire Chapman qui s'est assis sur les marches de l'arrière-cour pour couper un morceau de cuir de sa botte? Richardson a bien été soupçonné par la police, mais celle-ci n'a pas trouvé la moindre preuve contre lui. Sa mère vivait également sur place. Il avait donc de bonnes raisons d'être là. Qu'en est-il de George Hutchinson, le témoin qui a suivi Mary Jane Kelly après qu'elle ait été accostée par un client bien habillé? Hutchinson n'a jamais précisé les raisons qui l'ont poussé à filer le couple. Il a simplement déclaré qu'il était surpris de voir un homme aussi bien habillé, en compagnie d'une femme comme Kelly. A-t-il été surpris parce qu'il était inquiet? Était-il jaloux? S'agissait-il d'une question d'argent? Après tout, Hutchinson était fauché et le client semblait riche. Peut-être a-t-il attendu à l'extérieur du tribunal avec l'intention d'agresser ce client bien habillé. De nombreux points d'interrogation entourent Hutchinson. Il n'a jamais été identifié avec certitude, de sorte que l'on ne sait pratiquement rien de sa vie. Il est donc très difficile de monter un dossier solide contre lui. Hutchinson a été interrogé par la police, mais a fini par convaincre l'inspecteur Frederick Aberlin qu'il disait la vérité. Mais tous les témoins n'ont pas fait l'objet d'une telle attention de la part de la police. Prenons l'exemple de Charles Cross, l'homme qui a découvert le corps de Mary Ann Nichols. Le matin du 31 août, Charles Cross quitte son domicile de Dovton Street pour se rendre à son travail. Lorsqu'il est entré dans Bucks Row, il est tombé sur le corps de Mary Ann Nichols. Quelques instants plus tard, il a été rejoint par Robert Paul, et les événements se sont déroulés comme décrit précédemment. Malgré sa proximité avec le crime, Cross semble avoir échappé aux soupçons de la presse et de la police. Il a manifestement été perçu comme le passant innocent qu'il semblait être. Mais ces dernières années, cette perception a été remise en question. L'argument est que Cross était en train de commettre le meurtre lorsqu'il est interrompu par les pas de Paul qui s'approchent. Cross a ensuite dissimulé l'arme du crime et s'est présenté comme quelqu'un qui venait de trouver le corps. Les blessures infligées à Nichols se résument à une interruption, car elles étaient moins graves que celles des victimes ultérieures. Ce qui est intéressant à propos de Cross, c'est qu'il a probablement témoigné sous un faux nom. Il a déclaré être employé en tant que conducteur de voiture, et son adresse a été indiquée comme étant le 22 Dovton Street. Mais les archives qui subsistent montrent qu'en 1888, cette adresse était occupée par un homme nommé Charles Lechmer. Lechmer était également employé en tant que conducteur de voiture et, au moins à une occasion, s'appelait Charles Cross, car c'était le nom de famille de son beau-père. On pense aujourd'hui que Charles Lechmer est l'homme qui s'est présenté à l'enquête et qu'il a pris le nom de son beau-père lorsqu'il a témoigné. Ces motivations ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Cherchait-il à dissimuler son identité ou était-ce simplement une question d'habitude? Après tout, il n'est pas difficile de trouver des exemples contemporains de personnes faisant exactement la même chose. La preuve la plus convaincante contre Lechmer est que son trajet matinal entre son domicile et son lieu de travail coïncide à peu près avec l'heure et le lieu des meurtres, à l'exception des meurtres d'Elizabeth Stride et de Catherine Eddowes, qui ont été tués un dimanche, le seul jour où Lechmer aurait été libre de travailler. De plus, tous les meurtres ont été commis pendant les week-ends et les jours fériés. Pourquoi un homme qui est censé avoir fait coïncider les meurtres avec son trajet matinal gravite vers les jours de repos? Quoi qu'il en soit, la mère de Lechmer vivait à quelques rues au sud de la rue Berner, les quartiers autour desquels Lechmer a passé son enfance. C'est pourquoi on suppose que Stride et Eddowes ont été tués, après que Lechmer ait rendu visite à sa mère tard dans la nuit. Alors qu'il prétendait être employé dans une entreprise de livraison connue sous le nom de Pickford, il ne reste aucune trace de son emploi. S'il a travaillé pour Pickford, il y a de fortes chances qu'il ait livré de la viande et aurait donc été exposé quotidiennement à l'abattage et au sang.
Lechmer est resté dans l'est de Londres jusqu'à sa mort, en 1920, à l'âge de 71 ans. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Lechmer ait jamais été soupçonné par la police, il est difficile de croire qu'il ait été complètement ignoré. De nombreux dossiers n'ont pas survécu, de sorte que les doutes que les enquêteurs auraient pu avoir ont été dissipés, pourraient avoir disparu depuis longtemps. Un témoin qui a attiré l'attention est Joseph Barnett. Joseph Barnett était l'homme qui vivait avec Mary Jane Kelly jusqu'à quelques jours avant le meurtre. Kelly et lui se seraient rencontrés vers le mois d'avril 1887 et ils ont finalement déménagé au 13 Millers Court. Barnett était employé comme porteur de poissons, mais, pour des raisons inconnues, il a perdu son emploi entre juillet et août 1888. À partir de ce moment-là, le couple a eu du mal à payer le loyer et Kelly a recommencé à se prostituer. Aujourd'hui, ceux qui croient que Barnett était l'éventreur considèrent sa perte d'emploi comme un tournant. L'argument est que Barnett était tellement accablé par la culpabilité et l'angoisse pour Kelly à se prostituer qu'il s'est lancé dans une série de meurtres. Assassiner une prostituée locale après l'autre, dans une tentative désespérée de faire fuir Kelly de la rue. Il s'agit pour l'essentiel de pure spéculation. Il est vrai que Barnett désapprouvait la prostitution de Kelly. Vous vous souvenez peut-être que Barnett s'est séparé de Kelly le 30 octobre, parce qu'il n'aimait pas les prostituées qu'elle fréquentait. Kelly n'est jamais allée dans la rue lorsqu'elle vivait avec moi. Elle ne se serait jamais trompée à nouveau, et je n'aurais jamais dû partir s'il n'y avait pas eu les prostituées qui s'arrêtaient à la maison. Cela pourrait expliquer pourquoi Kelly a été la dernière victime de l'éventreur et celle qui a été la plus sauvagement mutilée. L'implication étant que Barnett se sentait rejeté par Kelly et voulait se venger de la rupture. Selon Barnett, il a rendu visite à Kelly dans la soirée du 8 novembre, mais ils se sont quittés en termes amicaux. Il est ensuite censé être rentré chez lui. Nous avons joué aux cartes jusqu'à 12h30 avant d'aller nous coucher. Aujourd'hui, Kelly est présumé décédé aux premières heures du 9 novembre. Barnett aurait donc pu retourner à Millers Court peu après minuit. La police l'a soumis à 4 heures d'interrogatoire. Barnett a finalement été libéré sans inculpation. Ensuite, il y a la question de la porte fermée à clé. Lorsque la police est arrivée à Millers Court, elle a dû forcer la porte à l'aide d'une pioche. Cela a soulevé une question importante. Comment le tueur a-t-il fermé la porte derrière lui? Selon Barnett, la clé de la salle 13 avait disparu depuis un certain temps. C'est pour cette raison que Kelly et lui ont décidé de s'engager dans cette voie. Ouvrir la porte en passant par la fenêtre cassée. La porte était équipée d'un verrou et se verrouillait manifestement d'elle-même lorsqu'elle était fermée. Si c'est vrai, le mystère est résolu. Mais même si la porte n'était pas autobloquante, il existe toujours une solution évidente. Le tueur n'aurait eu qu'à observer Kelly en train d'utiliser l'astuce de la fenêtre et utiliser la même technique pour fermer la porte en partant. Mais les partisans de Barnett comme éventreur proposent une autre solution. La clé n'a jamais disparu. Au lieu de cela, Barnett aurait volé la clé et l'aurait utilisée la nuit du meurtre. Ces solutions sont toutes aussi valables les unes que les autres, et il est impossible de savoir laquelle est la bonne. Il existe une légère variante de cette théorie qui affirme que Barnett a assassiné Kelly, mais n'était pas l'éventreur. Au lieu de cela, il s'est contenté d'imiter l'éventreur pour détourner l'attention de lui-même. Une fois de plus, il s'agit d'une pure spéculation. Mais le meurtre de Kelly diffère quelque peu des autres, en ce sens qu'il a été commis à l'intérieur. Barnett est resté dans l'East End jusqu'à sa mort en 1926, à l'âge de 68 ans. Il est normal que les soupçons se portent sur les témoins et les connaissances. Les détectives victoriens ont poursuivi d'autres pistes d'enquête. L'une des principales théories était que l'éventreur souffrait de démence. Aaron Kosminski est l'un des principaux suspects dans cette catégorie. L'enquête sur les meurtres de Whitechapel a été supervisée par de nombreux officiers de haut rang au sein de la police métropolitaine. L'un d'entre eux était le commissaire adjoint Robert Anderson. Lors de son départ à la retraite, Anderson a déclaré à plusieurs reprises et sans équivoque que Jack l'éventreur avait été identifié. Il n'y avait aucun doute quant à l'identité du criminel. Sans révéler le nom de ce suspect,
Monsieur Anderson l'a décrit comme un juif polonais de basse classe qui était en sécurité dans un asile. Il a été identifié par un témoin qui a été décrit comme la seule personne qui ait jamais eu une bonne vue du meurtrier. Ce témoin anonyme avait prétendument refusé de témoigner parce que le suspect était un camarade juif. Je suis presque tenté de révéler l'identité du meurtrier, mais aucun avantage public ne résulterait d'un tel cours. Bien qu'Anderson n'ait jamais révélé le nom de ce suspect, ses collègues se sont montrés un peu plus ouverts. L'inspecteur en chef Donald Swanson a révélé que son nom de famille était Kosminski. Un autre officier de haut rang, Melville McNaughton, a décrit Kosminski comme un habitant de Whitechapel, meurtrier et misogyne. Les archives qui subsistent montrent qu'un certain Aaron Kosminski a été admis dans un hôpital psychiatrique en 1891. Aaron était en effet originaire de Pologne. Il était juif et avait vécu à Whitechapel. Il souffrait d'hallucinations auditives et d'une peur paranoïaque d'être nourri par d'autres. Il avait suivi une formation de coiffeur, mais n'avait pas essayé de travailler depuis des années. On ne sait pas exactement quand sa santé mentale a commencé à décliner, mais il a été placé en institution. Aaron a été jugé inoffensif. Il était calme et bien élevé, et apathique en règle générale. Ce n'est qu'en de rares occasions qu'il devient excité et violent. Cependant, avant son internement, Aaron avait déjà menacé sa sœur avec un couteau. Les accusations portées contre lui reposent en grande partie sur les affirmations d'Anderson, de Swanson et de McNaughton. En particulier l'affirmation selon laquelle un témoin anonyme aurait identifié un suspect nommé Kosminski. Mais les descriptions de ces suspects ne correspondent pas tout à fait à celles d'Aaron Kosminski. Par exemple, McNaughton a déclaré que le suspect avait été transféré dans un asile d'aliénés vers mars 1889. Aaron a été enfermé pour la première fois en 1891. Swanson a écrit que le suspect avait été envoyé à l'asile et qu'il était mort peu de temps après. Aaron était encore en vie à l'époque et a passé près de 3 décennies en soins psychiatriques. Il est donc possible que le suspect Kosminski soit quelqu'un d'autre qu'Aaron Kosminski. Il est également possible que ces incohérences soient de simples trous de mémoire. Après tout, ces événements ont été relatés des années, voire des décennies après les faits. Et McNaughton a même avoué avoir écrit uniquement de mémoire. Indépendamment de la véritable identité du suspect, Anderson était le seul qui semblait convaincu de sa culpabilité. McNaughton s'est finalement prononcé en faveur d'un autre suspect et a déclaré ce qui suit. De nombreux maniaques ont été suspectés, mais aucun nombre de preuves n'a pu être apporté sur l'un d'entre eux. L'inspecteur Edmund Reid est du même avis. Aujourd'hui, Sir Robert Anderson affirme que Jack l'Éventreur était juif. Je le mets au défi de le prouver. Je mets quiconque au défi de prouver qu'il y a eu une seule preuve contre un homme, une femme ou un enfant. Ainsi, lorsqu'Anderson écrit qu'il n'y a aucun doute quant à l'identité du criminel, il n'a fait qu'exprimer son opinion personnelle. En fait, il y avait de nombreux doutes et aucun consensus au sein de la police. Mais, ces dernières années, Aaron Kosminski a été ressuscité en tant que principal suspect en raison d'une analyse ADN controversée. Ok, donc, en 1888, le sergent intérimaire Amos Simpson aurait volé un châle taché de sang sur la scène de crime de Catherine Eddowes. Ce châle était ensuite transmis d'une génération à l'autre avant d'être soumis à des tests ADN en 2011. Des échantillons d'ADN ont été extraits du châle et comparés aux descendants maternels, d'Eddowes et Kosminski. Dans les deux CA, il s'agissait d'une correspondance. Si l'on en croit la couverture médiatique qui s'en est suivie, le mystère est désormais définitivement résolu. Aaron Kosminski était Jack l'Éventreur. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est jamais aussi simple. Tout d'abord, la provenance ou la chaîne de contrôle du châle fait cruellement défaut. Il n'y a aucune preuve qu'un châle ait été trouvé sur la scène de crime. Il n'y a pas non plus de preuve de la présence de Simpson sur les lieux du crime. En outre, il est peu probable qu'une femme démunie comme Eddowes ait possédé un objet aussi coûteux. Deuxièmement, le type d'ADN utilisé pour identifier Eddowes et Kosminski est l'ADN mitochondrial. Ce type d'ADN est transmis par la lignée féminine et n'est pas propre à un individu. Des milliers de personnes peuvent partager le même ADN mitochondrial, ce qui signifie qu'il ne peut pas être utilisé pour identifier une personne en particulier. Comme l'a dit un généticien, sur la base de l'ADN mitochondrial,
on ne peut qu'exclure un suspect. Il est donc largement inexact de dire que le mystère a été définitivement résolu. Il y a encore beaucoup de place pour le doute. Donc, pour résumer, un suspect nommé Kosminski a été identifié par un témoin inconnu. Cela a suffi à convaincre au moins un officier supérieur de sa culpabilité. Ce suspect pourrait être Aaron Kosminski, un homme qui était généralement non violent, mais qui a un jour menacé sa sœur avec un couteau. Aaron ne peut être ni incriminé, ni éliminé par les preuves ADN. Il passe le reste de sa vie en soins psychiatriques et meurt en 1919 à l'âge de 53 ans. Kosminski n'était pas le seul suspect avancé par un officier de haut rang. Francis Tombletti est un suspect tout à fait différent, mais qui appartient à la même catégorie. Deux jours avant le meurtre de Mary Jane Kelly, un médecin américain nommé Francis Tombletti est arrêté à Londres. Comme vous pouvez probablement le constater sur cette photo, Tombletti était un personnage assez excentrique. Il est né en Irlande vers 1833, mais a grandi aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, Tombletti acquiert la réputation d'être un médicastre ou un charlatan. Il s'est livré à toutes sortes de pratiques médicales douteuses et s'est présenté comme le docteur en herbes indiennes. Il a promis de guérir tous les maux, de la dyspepsie au scorbut, en passant par le cancer et la cécité, en utilisant uniquement des herbes médicinales. Lorsqu'il ne se fait pas passer pour un médecin, Tombletti est occupé à fuir la justice. Il a été accusé ou condamné pour des délits tels que le volume et l'agression, tentative de provoquer une fausse couche et homicide involontaire d'une patiente. Il a même été impliqué dans l'assassinat du président américain Abraham Lincoln, mais il a finalement été lavé de tout soupçon. Au début des années 1860, Tombletti aurait organisé un somptueux dîner à Washington. Seuls les hommes étaient invités à ce dîner, et Tombletti aurait exprimé une haine féroce à l'égard des femmes. En outre, il a présenté une armoire dans son bureau dans laquelle il entreposait une vaste collection de bocaux remplis de spécimens anatomiques. Certaines d'entre elles contiendraient l'utérus de toutes les catégories de femmes. En 1869, Tombletti traverse l'Atlantique et visite l'Angleterre pour la première fois. De son propre aveu, il a parcouru les rues de Londres jusqu'à en connaître les moindres recoins. Il se présentait comme le grand médecin américain et a eu quelques accrochages avec la police. Après quelques voyages supplémentaires entre l'Ancien et le Nouveau Monde, Tombletti se retrouve à Londres à l'automne 1888. L'objet de sa visite et l'endroit où il se trouvait au moment des meurtres sont totalement inconnus. Tombletti n'est jamais resté longtemps en place et a souvent utilisé de faux noms. On raconte l'histoire d'un mystérieux locataire laissant derrière lui une chemise tachée de sang près du lieu du meurtre d'Elizabeth Stride. Cela se serait produit la nuit du meurtre, et certains pensent que ce locataire était Francis Tombletti. Mais il n'y a aucune preuve solide de cela, et l'ensemble de l'incident est entaché d'incertitude. Ce que nous savons, c'est que Tombletti a été arrêté à Londres le 7 novembre. Selon la presse et Tombletti lui-même, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'être Jack l'Éventreur. 2 jours plus tard, Mary Jane Kelly est retrouvée sauvagement assassinée, et on ne sait pas si Tombletti était toujours en garde à vue ou s'il avait déjà été libéré sous caution. Néanmoins, il a finalement été inculpé de 4 chefs d'accusation de grossière indécence qui n'a rien à voir avec les meurtres. Mais Tombletti n'avait pas l'intention de se présenter au procès. Au lieu de cela, il a traversé la Manche, s'est embarqué sur un bateau à vapeur sous un faux nom et s'est enfui en Amérique. Il a été poursuivi par des détectives et surveillé, mais ses délits n'étaient pas extradables. Ainsi, Tombletti est resté aux États-Unis et n'est jamais retourné en Angleterre. Donc, pour résumer, Francis Tombletti était un médecin misogyne qui se trouvait à Londres au moment des meurtres. Il a même présenté une collection d'utérus, et l'éventreur a effectivement prélevé l'utérus de 2 de ses victimes. Je veux dire qu'il semble être le suspect parfait, peut-être un peu trop parfait. Il ne fait aucun doute que Tombletti était à Londres en 1888, mais l'affirmation selon laquelle il était un collectionneur misogyne de parties de corps humains est extrêmement douteuse. Elle remonte à un simple article de décembre 1888 avec une interview d'un homme nommé Charles Denham. Denham a une longue expérience de la diffusion d'informations erronées et a été décrit comme un menteur pathologique, un faussaire et un escroc.
Il a même été condamné pour parjure. Il y a donc toutes les raisons de penser que cette histoire est complètement inventée. En outre, Tombletti était à la fois plus âgé et plus grand que les hommes décrits par la plupart des témoins. On dit de Tombletti qu'il est un homme énorme, qui aimait s'habiller de manière flamboyante et militariste. Il est difficile d'imaginer un Américain grand et pompeux se faufiler dans les rues de Whitechapel, pratiquement sans être repéré. D'autre part, il n'est pas certain que l'on puisse faire confiance aux récits des témoins, si tant est qu'il y en ait. Ensuite, il y a la question des anneaux. Vous vous souvenez peut-être que 2 anneaux en laiton ont été volés sur le corps d'Annie Chapman. On soupçonne l'éventreur d'avoir emporté les bagues pour en faire des trophées. À sa mort, en 1903, Tombletti a laissé derrière lui un patrimoine impressionnant. Mais parmi ses nombreux biens de valeur, il y avait une paire de bagues d'imitation bon marché. S'agirait-il des mêmes anneaux que ceux prélevés sur le corps de Chapman? C'est possible. Il est également impossible de le prouver. L'inspecteur en chef John Littlechild considère Tombletti comme un suspect très probable, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Si l'on en croit les nombreuses rumeurs à son sujet, Tombletti avait à la fois l'occasion et le motif de commettre les meurtres. Mais c'est là que réside le problème. Une grande partie de ceux que nous savons sur Tombletti reposent sur des rumeurs non fondées. Tombletti lui-même était un charlatan qui cherchait à attirer l'attention et qui n'hésitait pas à mentir et à tromper. Avec un tel suspect, on ne peut jamais savoir avec certitude où s'arrêtent les mensonges et où commence la vérité. Théoriser l'identité de Jack l'Éventreur est de naviguer dans un champ de mines de oui-dire, de sophismes et de contradictions. Des encyclopédies entières ont été consacrées à la compilation des suspects, et d'année en année, ils semblent prendre de plus en plus d'ampleur. Même s'il y a des centaines de suspects potentiels, seule une douzaine d'entre eux méritent plus qu'une brève attention. Parmi les candidats les plus sensationnels, on trouve des auteurs et des artistes célèbres, ainsi que des officiers de haut rang et des membres de la famille royale. Mais ces grandes conspirations et ces tromperies élaborées semblent désespérément inventées contre la simplicité d'un suspect comme Charles Lechmer, un livreur sans prétention se rendant à son travail. Personnellement, je ne suis pas convaincu que Jack l'Éventreur ait été identifié comme suspect. Les quelques-uns dont il est question dans cette vidéo sont des candidats probables, mais il est toujours possible d'avancer des arguments convaincants à leur encontre. Il en va de même pour tous ceux qui sont laissés de côté par nécessité. Aucun d'entre eux ne peut offrir autre chose que de l'ambiguïté et des circonstances. Avec un nombre de suspects de l'ordre de plusieurs centaines, cela peut sembler improbable. Mais Londres était la plus grande ville du monde. Le plus grand port du monde s'y trouve. C'était une ville de plusieurs millions d'habitants, avec une population importante de marginaux mal documentés. Il n'est pas difficile d'imaginer un simple marin, boucher, infirmier, soldat, barbier, commerçant, porteur, commis, voiturier, gardien, se fondant dans les bidonvilles de Whitechapel comme un grain de sable.